Et c'est pas forcément de leur faute. C'est pour ça qu'il faut pas voir ma thèse comme Kevin Brooks montre que les universitaires néolibéraux étaient nuls. Je dis juste que leur contexte de justification de leur idéologie était particulièrement difficile et que pour des raisons après c'est le hasard. Hein. Moi, en histoire, il y a ce qu'on appelle la contingence. Ouais. La contingence fait que très vite ce mouvement s'est divisé en deux, puis en trois. Et puis vous avez eu plein de clubs qui n'avaient pas la taille critique pour peser dans le débat public. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Kevin Brooks, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble. Il a travaillé dans plusieurs think tanks en France et au Canada et il est l'auteur d'une thèse extrêmement intéressante intitulée « Pourquoi ce n'est pas arrivé ?» Et ce qui n'est pas arrivé, c'est ce fameux tournant néolibéral, c'est-à-dire cette vague de réformes qu'on a pu observer dans un certain nombre de pays, notamment à partir des années 1980. On pense à Margaret Thatcher, on pense à Ronald Reagan, et contrairement à ce que soutiennent un certain nombre de partis politiques en France, et contrairement à une idée assez répandue chez à peu près tout le monde sauf les libéraux, eh bien, les données tentent à montrer que ce tournant n'est pas arrivé. Et donc ce qui est intéressant dans la thèse de mon invité, c'est qu'il s'intéresse d'abord aux indicateurs qui montrent que ce n'est pas arrivé, mais il s'intéresse aussi aux raisons qui ont fait que malgré cette espèce de génération dorée des nouveaux économistes et de tous les relais qu'ils ont pu avoir dans le monde politique, pourquoi est-ce que les réformes n'ont pas eu lieu en France ? Cet épisode a été enregistré à Paris à la fin novembre 2021. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après l'épisode. Kevin Brooks, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur, post-doctorant à l'IEP de Grenoble, et je te reçois aujourd'hui pour parler de ta thèse qui analyse le mouvement des nouveaux économistes en France, ce qu'on appelait aussi le néolibéralisme dans les années 70 en France. Tu as fait toute une thèse dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord quel est le titre de ta thèse qui d'ailleurs vient d'être publié et ensuite tu nous expliqueras peut-être le contexte qui t'a amené à entreprendre cette thèse. Alors tout à fait. Alors le titre de ma thèse en anglais qui a été publié chez Palgrave Macmillan s'appelle Why Neoliberalism Failed. Donc pourquoi le néolibéralisme a-t-il échoué en France ? Je parle pas d'échec en matière de politique publique, etc. Je parle de l'échec des néolibéraux et de ceux qui défendent l'idée que le marché doit organiser la société. Leur échec à faire en sorte que ces idées soient populaires dans les partis politiques et soient mises en place sous forme de politique publique. Donc il s'agit d'un échec politique d'un mouvement. Et donc c'est ça que j'analyse dans ma thèse. Et mes bandes chronologiques, c'est des années 70 à aujourd'hui. Alors pourquoi les années 70 ? Parce que c'est une période où il y a une série de crises économiques qui favorisent la remise en cause d'un paradigme, le paradigme keynésien. Et suite à cela, dans beaucoup de pays, il y a eu vraiment un changement de vision du rapport de l'État à l'économie. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi en France, il n'y a pas eu un tournant néolibéral qu'on a pu observer dans certains pays. Je pense notamment à l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis ou la Suède, par exemple. Et c'est ça l'énigme, si vous voulez, de ma thèse. D'accord. Quelle est la méthodologie de ta thèse ? Est-ce que c'est une approche d'économiste, de sociologue, de politiste ou un peu tout ça à la fois ? Alors c'est une approche de politiste. Donc en sciences politiques, on essaie de autant faire se peut de se défaire de ses propres valeurs, de son propre rapport aux idées, et j'essaie de faire ce qu'on appelle la sociologie des idées politiques, c'est-à-dire regarder comment les idées sont formées, théorisées. Donc dans ma thèse, il y a une partie qui s'appelle « Qu'est-ce que le néolibéralisme ?» C'est un terme qui est à la fois décrié chez les libéraux économiques qui considèrent que ça n'existe pas. Donc Pascal Salin, par exemple, a écrit un article en 2000 pour dire le néolibéralisme n'existe pas. Donc il dit plus précisément le néolibéralisme n'existe que dans l'esprit de ses ennemis. En gros, c'est un épouvantail qui est toujours agité pour discréditer les idées libérales, mais il y a très peu de libéraux qui eux-mêmes se revendiquent du terme. Donc pourquoi est-ce que toi, finalement, tu choisis ce terme, et tu le justifies très bien d'ailleurs dans ta thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à t'accrocher à ce terme malgré les réticences de beaucoup de libéraux, ce qui est curieux parce que on pourrait croire que les premiers concernés sont
quand même bien placés pour savoir quels termes ils ont envie d'employer pour leur mouvement. Donc, pourquoi tu fais un choix différent? Mais c'est en ça, quand on est politiste, on va se défaire de ses valeurs et prendre du recul par rapport au discours des acteurs. Donc j'ai pris du recul par rapport à la fois au discours des libéraux économiques de la Cité du Mont-Pèlerin comme Pascal Salin qui disent que ça n'existe pas, et à la fois vis-à-vis de ceux qui considèrent que le néolibéralisme est partout, qu'il est responsable des inégalités économiques, qu'il est responsable du dérèglement climatique, et qui font du néolibéralisme une sorte de fourre-tout qui serait responsable de tous nos problèmes, et que ce serait d'abord une stratégie de classe qui permettrait aux détenteurs du capital d'imposer leur agenda politique à tout le monde en dérégulant l'économie. Donc moi, j'achète aucune de ces deux définitions de néolibéralisme. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans les années 1930, dans la poussière des livres et des archives de l'époque, pour voir en fait quelle était l'intention de ceux qui ont inventé ce label. Et donc, ce label a été notamment théorisé au moment du colloque Walter Lippmann en 1938. Et l'objectif, c'est dans un contexte où le libéralisme économique était clairement en crise, à la fois intellectuelle et politique. Intellectuel parce qu'on lui a imputé la responsabilité de la crise de 1929, oui. Et politique parce que c'est la montée des totalitarismes. Dans ce contexte-là, vous avez une trentaine d'intellectuels libéraux qui se réunissent à Paris pour dire que faire en fait. Est-ce que notre doctrine a échoué? Comment en revoir les fondements? Et donc certains proposent le terme de néolibéralisme, d'autres libéralisme constructeur ou libéralisme social. Et le point de commun de ces acteurs, c'est de se dire on doit aller au-delà du laisser-faire, du laisser-fairisme manchestérien du 19e siècle, qui considère que le rôle de l'État, c'est de se retirer et de laisser faire les mécanismes économiques, à un point même où en fait on considère que le marché s'autorégule et que la société s'autorégule et que aucune intervention de l'État n'est tolérée. Eux, ils considèrent au contraire que le libéralisme économique doit se réformer et doit avoir un rôle assez interventionniste, mais pas sur le système de prix, pas directement sur le marché, mais sur le cadre qui encadre le cadre qui régit les règles du marché. Donc pour utiliser une métaphore que j'aime beaucoup, c'est un petit peu sur la vision des néolibéraux, c'est un peu comme sur les routes, c'est de mettre des panneaux qui indiquent aux conducteurs les règles, mais pas de leur dire où aller, comme dans un système socialiste qui définit les objectifs communs. On ne dit pas aller à tel endroit, etc. On dit juste voici les règles du jeu. Et c'est pas non plus l'anarchie, c'est-à-dire il y a quand même des panneaux, c'est pas comme des règles de conduite. Et c'est ça le néolibéralisme, c'est de fixer des règles de conduite impartiales qui n'obéissent pas à des groupes d'intérêts particuliers, qui soient les mêmes pour tous, mais l'État doit jouer un rôle actif pour définir ces règles. Et dans le contenu, est-ce qu'il y a une réelle différence avec le libéralisme classique? Parce que si je reprends des auteurs comme Bastiat ou beaucoup d'autres, ils ne nient pas du tout le rôle de l'État pour fixer les règles du jeu. Au contraire, même si je parle de Bastiat en particulier, dans la loi, il insiste beaucoup sur la force que doit et que peut avoir la loi lorsqu'elle est utilisée pour son but premier, vraiment, et au contraire toutes les dérives qu'elle peut entraîner lorsqu'on en abuse pour commencer à faire de la redistribution. Donc est-ce que ce terme de néolibéralisme, c'était uniquement finalement un habillage différent dans le contexte des attaques contre ces idées et de la réunion donc du colloque Lippmann, ou est-ce qu'il y a quand même des différences idéologiques? Alors il y a des différences idéologiques, et d'ailleurs au sein du colloque Walter Lippmann, il y avait des différences entre les acteurs eux-mêmes. Des gens comme Ludwig von Mises, par exemple, refusaient le terme de néolibéralisme, oui, parce qu'il refusait de réformer le système capitaliste qui pour lui était bon en l'état. Après, le problème avec le mot néolibéralisme, c'est qu'il a évolué. La première génération, en fait, des années 30 aux années 60, ça désignait principalement le libéralisme allemand, donc l'ordolibéralisme, et avec, on peut mettre des Français qui considéraient que l'État devait quand même jouer un rôle actif, même en matière sociale. C'est aussi l'innovation doctrinale du néolibéralisme, c'est de dire que sans mettre en place un État-providence ultra actif, il faut quand même mettre en place des filets de sécurité sociaux minimaux. Par exemple, dans La route de la servitude, Friedrich Hayek explique bien que c'est le rôle de l'État de s'occuper d'infrastructures, de la question de la pollution des usines, et de s'occuper aussi de la question sociale pour que on laisse personne mourir dans la rue. Après, sur les mécanismes, ça veut pas dire que c'est la même chose que ce que proposaient les socialistes de l'époque, absolument pas. Mais en revanche, il y a cette idée que il y a des nouvelles responsabilités pour l'État. Alors, moi, pour synthétiser, l'usage que j'en fais dans ma thèse, c'est plutôt la deuxième génération de néolibéraux. C'est l'école de
Chicago et l'école de Virginie et l'école autrichienne d'économie. C'est-à-dire plutôt des néolibéraux qui sont néo dans la mesure où ils se servent du renouvellement de la science économique au XXe siècle, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées par rapport à Bastiat. Par exemple, Bastiat ne disait pas de modèle, il ne prouvait pas son point avec de l'empirie élaborée, disons qu'il faisait des observations intuitives, et ce qui caractérise le néolibéralisme au XXe siècle, c'est un peu sa scientificité, et aussi une nouvelle conception du marché comme un processus dynamique, avec l'acceptation aussi que le marché, il y a des coûts qui sont associés, des coûts d'information, des coûts de transaction, etc. Donc il y a de nouveaux concepts qui rentrent en considération, à la fois pour défendre l'économie de marché. Donc par exemple, un concept que je trouve important pour renouveler la doctrine libérale, c'est celui de Hayek, qui considère que en fait le marché est souhaitable parce que c'est le seul mode d'organisation qui permet de agréger des connaissances qui sont dispersées dans la société. Et donc ça, c'est pour ça que la planification centrale est impossible. Donc vous voyez que c'est nouveau parce que la question de la planification ne se posait même pas au 19e siècle. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. C'est un nouvel enjeu. Et en fait, les néolibéraux répondent à de nouveaux enjeux, de nouvelles interventions, de nouvelles doctrines. Le socialisme et le fascisme, par exemple, est très présent dans les années 30 et c'est vraiment imposé dans le débat public et a aussi été raffiné théoriquement. Et donc, ces néolibéraux répondent à ce contexte historique et ils inventent ou réinventent des concepts à partir de ce nouveau contexte. Et l'idée que, en fait, seule une société où le marché régule les comportements économiques garantit la liberté politique et individuelle, c'est une idée qui est vraiment assez nouvelle et bien théorisée, ce qu'on appelle le paradigme Hayek-Friedman. C'est-à-dire, si vous voulez la liberté individuelle, la possibilité de choisir dans votre quotidien quelle est la vie bonne, qu'est-ce que vous devriez faire de votre occupation et de votre temps, la condition sine qua non pour ça, c'est la liberté économique, c'est-à-dire en gros que l'État a un rôle minimal en matière économique. Et ça, c'est une nouvelle idée qui sera portée par des think tanks, par des acteurs politiques, qui a eu un succès aux États-Unis avec Ronald Reagan et en Angleterre avec Margaret Thatcher, qui ont été très influencés par ces idées sur la liberté économique qui connectait aux autres en fait. Alors justement une petite parenthèse sur Hayek, là tu me caresses tout à fait dans le sens du poil puisque c'est mon auteur préféré, mais justement c'est intéressant de voir que c'est en essayant de comprendre pourquoi un système qui essayait de réinventer, de reconstruire l'économie de manière constructiviste, comme son nom l'indique, c'est en essayant d'analyser les raisons de l'échec d'un tel système, qui pourtant semblait tout à fait logique à beaucoup de gens. Hein. Pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas lorsque l'État prenait les grandes décisions de répartition, de qu'est-ce qu'on allait produire, pour qui on allait le produire, comment, etc. Et c'est en essayant de démonter ça que des gens comme Hayek nous ont aidé à comprendre pourquoi le système qu'on utilisait tous les jours fonctionnait. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, mais avec un degré de complexité qu'on avait du mal à concevoir nous-mêmes. Et qui pourtant existait quand on creusait un peu. Donc effectivement, ça c'est un des points que je trouve intéressant dans dans ce renouveau de la pensée libérale, c'est que finalement c'est les adversaires du libéralisme qui ont obligé les libéraux à être beaucoup plus diligents, à beaucoup plus creuser en fait les raisons du succès du modèle libéral, enfin si on considère en tout cas que c'est quelque chose qui a plutôt du succès. Donc c'est Néo par rapport à son contexte historique, et je le résume comme ça. Ouais. Et je reprends Henri Lepage en 1978 a écrit un livre qui s'appelle Demain le capitalisme. Alors j'en parle parce que il se lit toujours aussi bien, je recommande les auditeurs de le lire, où il explique écoutez, ces 30 dernières années, donc il parle des années 50, 60, 70, il y a eu un énorme renouvellement théorique de la science économique. Et donc, j'appelle ces théories néolibérales parce qu'elles réhabilitent le marché, mais avec de nouveaux arguments, avec de nouvelles données et avec des preuves empiriques. Donc, par exemple, typiquement, un nouvel argument qu'on n'avait pas avant et qui a été bien prouvé et raffiné, c'est l'idée que, par exemple, que il y aurait la sphère politique, la sphère économique, et que dans la sphère politique, en fait, les acteurs seraient désintéressés, penseraient à l'intérêt général. Et la théorie du choix public a montré que non, les acteurs politiques sont des acteurs rationnels qui pensent avant tout à leur intérêt. Et dans ce contexte-là, c'est la réélection. Et donc, faut penser la politique sans romance. Alors que beaucoup de libéraux
considéraient que la politique ça échappait à la logique de l'intérêt, c'était quelque chose, l'art le plus haut pour citer Aaron. Ou l'art le plus bas, parce que j'ai l'impression que c'était vrai dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire que certains considèrent que en politique, ce ne sont forcément que des méchants qui veulent faire le mal et en dirigeant les autres, et d'autres considèrent que non, au contraire, ils sont là pour l'intérêt général, donc ils cherchent à faire le bien. Et la réalité, c'est ni l'un ni l'autre, finalement, d'après les chercheurs libéraux. Et ce qui est intéressant avec les néolibéraux et les économistes néolibéraux, c'est qu'ils nous invitent à prendre des lunettes pour comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Et ensuite, à partir de ça, on peut en déduire des politiques publiques. Mais les lunettes des néolibéraux, même si on n'est pas d'accord avec eux, elles sont intéressantes. Donc, par exemple, c'est toujours considéré que les individus réagissent à leur contexte institutionnel. Donc, clairement, dans un système démocratique, si je me présente à une élection et que mon but c'est de me faire élire, je vais réagir à des incitations. Donc, je vais avoir intérêt, par exemple, moi je viens de la campagne, je vais avoir intérêt à essayer de pas mettre à dos les chasseurs de ma circonscription. Je vais avoir intérêt à essayer d'avoir le soutien d'entrepreneurs locaux, etc. Donc c'est la logique des groupes d'intérêt. Et je vais aussi avoir intérêt à avoir des idées qui sont plutôt congruentes avec les électeurs de ma circonscription. Et donc, mais dans un système non démocratique ou dans un système avec un autre système d'incitation, ça serait différent. Donc c'est assez intéressant parce que on juge pas les choses en fonction du bien et du mal, mais on essaie de décrire la réalité telle qu'elle est. Et donc ces néolibéraux aussi, une autre innovation, parce que je continue sur pourquoi quand même c'est intéressant de parler de néo. La théorie des droits de propriété a essayé de montrer historiquement pourquoi les sociétés dans lesquelles le droit de propriété a été inventé et raffiné juridiquement, donc par exemple en Angleterre avec la Magna Carta, pourquoi dans ces pays il y avait plus de croissance économique, parce que dans un système où où il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires d'un bien ou d'une ferme par exemple, ils ont plus d'incitation à en faire un bon usage, à rendre les choses productives. Alors que quand tout appartient à tout le monde, comme dans les communs par exemple, vous avez moins d'incitation à développer votre bien. Donc des institutionnalistes comme Douglas North expliquent comme ça un peu la croissance économique fulgurante qu'a connue l'Europe occidentale. Et donc à partir de ça, évidemment, c'est une analyse sur le droit de propriété, mais la conclusion qu'on peut en tirer en termes de politique publique, c'est qu'il faut favoriser le droit de propriété, sa protection. D'accord. Allez, je vais poser la question générale de ta thèse pour voir si tu arrives à nous résumer ça en peu de mots. Pourquoi ce n'est pas arrivé en France? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce tournant néolibéral qui, si j'ai bien suivi la lecture, aurait pu se traduire par exemple, une baisse des dépenses publiques, une baisse de la collectivisation de certaines activités, je sais pas, la santé ou d'autres activités de ce type. Donc pourquoi ce n'est pas arrivé en France? Alors tout d'abord, effectivement, quel indicateur on prend pour savoir si c'est arrivé ou pas un tournant dans les politiques publiques? Moi, ma démarche, ça a été de prendre des auteurs néolibéraux les plus classiques comme Hayek, Friedman, et de regarder un petit peu ce qu'ils proposaient en termes de politique publique. Qu'est-ce qu'une politique publique néolibérale? J'ai fait cette démarche parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le débat public, parce que parfois on entend que le néolibéralisme c'est un État très fort pour favoriser les intérêts du capital. Alors, non mais on l'entend beaucoup. Non mais on l'entend quand même très régulièrement de dire c'est pas contradictoire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de dépenses publiques qu'il y a pas de néolibéralisme. Et donc je suis revenu à Hayek et Friedman pour expliquer que dans leur système il y aurait évidemment moins de dépenses publiques, il y aurait un meilleur contrôle budgétaire, il y aurait même des règles constitutionnelles qui empêchent le budget de grossir. Les fonctionnaires seraient pas forcément là à vie. Toute la théorie de la bureaucratie néolibérale essaie d'imaginer un système où les services publics sont mis en concurrence, où c'est plutôt des services privés. C'est pas parce que vous avez un service public que le service doit être géré par l'État. Donc je suis revenu sur toute cette notion, et à partir de ça, je suis allé regarder dans les bases de données des indicateurs. Qu'est-ce que disent les indicateurs? J'ai séparé les choses en trois. Alors sur la taille de l'État en France a grossi, quel que soit l'indicateur que vous prenez. Donc ça peut être les dépenses publiques, les recettes publiques, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires, tous les impôts. Tout ça a augmenté sans arrêt, de manière assez, incrémentale et continue. Si on regarde les courbes, on a du mal à faire la différence entre les gouvernements. Oui, ça c'est une autre découverte de ma thèse, c'est que parfois la droite a libéralisé un petit peu et a baissé les dépenses publiques, c'est le cas entre 86-88, il y a quand même des petits épisodes, mais la gauche l'a fait aussi par moment.
Et c'est pareil aussi sur mais la parfois, privatisation. Il n'y a pas ouais. d'orientation politique très claire sur les politiques publiques en France. Et j'explique que la gauche, par exemple, a plus privatisé que la droite quand on prend le total Ouais. de la capitalisation de ce qui a été vendu. Est-ce que c'était pas par injonction extérieure? Alors justement, là, on en revient sur les explications. Je vais juste finir sur le constat. Ouais, Donc, dire la taille de l'État. Clairement, en France aussi, le nombre de fonctionnaires. J'ai trouvé une base de données sur le nombre de fonctionnaires par nombre d'actifs. Ça a augmenté. Ensuite, j'ai regardé l'État-providence, qui est donc les politiques sociales. Donc là, c'est à mon avis le résultat le plus net et le plus clair. La France avait été plutôt dans la moyenne en début de période dans les années 70 sur à la fois la taille de son État-providence, donc mesurée par les dépenses sociales, mais également par sa générosité. Donc ça, c'est un indicateur qualitatif que j'ai trouvé qui mesure en gros si vous perdez votre emploi, est-ce que l'État vous rembourse à 100%, enfin est-ce que la sécurité sociale vous rembourse à 100%, combien de temps, etc. C'est un indicateur génial. Et cet indicateur-là montre que, pareil, la générosité de l'État-providence n'a fait qu'augmenter depuis les années 70 et qu'aujourd'hui, on a l'État-providence parmi les plus généreux d'Europe, ce qui n'était pas le cas en début de parcours. Et enfin, sur le constat, je regarde que en matière économique, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même eu des réformes de libéralisation qui ont été menées, notamment sur le système financier qui est beaucoup plus libre qu'avant. Je vous rappelle que sur le système de prix aussi, je vous rappelle que le prix de la baguette de pain était fixé par l'État jusqu'en 78. On a encore des petites rémanences de ça avec l'affichage obligatoire du prix du pain, du prix du lait, tout ça, c'est un peu des héritages, même s'il est plus directement contrôlé, mais c'est des petites rémanences en fait de cette époque de dirigisme au niveau des prix, hein, il me semble. Exactement, et on s'est quand même débarrassé du commissariat du plan, de la planification. Donc on s'en est débarrassé, on les a renommés, on leur a donné un rôle plus consultatif qu'autre chose, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas disparu non plus, non? Mais c'est devenu moins présent, et donc et aussi par exemple, je reviens beaucoup sur les politiques industrielles, notamment de subventions aux entreprises qui fermaient leurs portes dans les années 70. Il y a quand même un tournant avec Raymond Barre qui dit on va mettre fin aux subventions aux canards boiteux. Donc il y a un changement de discours, il y a un peu de politique. Donc ça j'admets totalement. Pareil, si on regarde des indicateurs de réglementation de secteur de l'énergie, de certains secteurs, ça a baissé, notamment grâce à l'Union européenne. Pareil, il y a eu des privatisations, faut le reconnaître. Souvent sous injonction de l'Union européenne. Donc il y a des réformes qui ont été menées. Il y a eu plus d'ouverture au commerce international aussi, moins de barrières douanières et tarifaires, donc ça il faut le reconnaître. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles, par exemple, il y a eu plus d'intervention et plus de réglementation. C'est le cas du marché du travail. Ça aussi, il y a un indicateur, que ce soit sur les contrats temporaires ou les contrats de longue durée, il y a plus de réglementation aujourd'hui qu'à l'époque. Donc ça c'est un aspect de la liberté économique où clairement la France est moins libérale aujourd'hui qu'elle l'était avant. Donc vous voyez que sur la question économique, c'est un peu plus nuancé le constat, mais globalement, notamment si on regarde la fiscalité des entreprises aussi, elle a un peu baissé. Et à partir de ces trois indicateurs, j'en déduis que il n'y a pas eu de tournant néolibéral en France, clairement pas. Les quelques réformes qui sont allées vers une libéralisation ont été incrémentales, elles ont été menées de manière très très modérée et progressive. Il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de choc. Elles ont été menées. Il n'y a pas eu de Reagan, de Thatcher, comme ça. Elles ont été menées aussi bien par la droite et la gauche, de manière plutôt pas légitimée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hommes politiques qui ont fait un programme et ensuite se sont fait lire, ensuite l'ont appliqué, ensuite ont été fiers de l'appliquer. Ça a été plutôt pas à pas, de manière la plus masquée possible. Donc voilà, c'est un peu ça le constat de ma thèse. Et la question c'est pourquoi ça arrivait de cette manière-là, ou plutôt pourquoi il n'y a pas eu de choc néolibéral. Alors ça, c'est une longue explication, évidemment c'est une thèse, mais pour faire très simple, 3 explications. Ce que j'essaie d'expliquer, la théorie générale de ma thèse, c'est théorie du coût de justification. C'est-à-dire que quand vous êtes un idéologue, que vous croyez en des valeurs, vous devez justifier pourquoi il faut mettre ça en place. D'accord ? Et ça dépend du contexte. Et en fonction du contexte, ça va être très coûteux pour vous de défendre quelque chose. Je vous la fais simple. À une soirée entre amis, si vous avez 10 amis qui sont royalistes et que vous êtes le seul républicain, votre coût de justification va être hyper élevé. C'est-à-dire que vous avez
à 9 contre 1, vous avez passé du temps à devoir justifier pourquoi, mais non, en fait, il nous faut un système républicain, etc. Ou alors investir dans une guillotine. Voilà, exactement. Ou investir dans une guillotine, ça va être très compliqué. Votre contexte, votre micro-contexte de justification fait que les coûts sont très élevés d'être libéral, d'être républicain, démocrate dans cette soirée. Donc ce sont des coûts en termes de temps, presque de fatigue mentale, d'efforts de recherche, c'est un peu tout ça le coût en question, parce que si on parle de coût, il y a un aspect économique à ça. Exactement, c'est-à-dire que vous savez qu'en économie, on considère la rareté, qu'on est dans un contexte rare, qu'il y a un coût d'opportunité à chaque action que vous faites, donc vous aurez plutôt intérêt à ne pas défendre cette idéologie ou à renoncer à défendre cette idéologie. Et donc moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans les années 70, il y a, comme je vous ai dit, une suite de crises économiques. Il y a au niveau international une remise en cause du paradigme keynésien, parce qu'on se rend compte que les politiques expansionnistes, donc réinjecter de l'argent pour stimuler la demande, ça ne résout pas les problèmes. Toute ressemblance avec la situation actuelle serait purement fortuite. Ah oui, alors moi je me suis focalisé, c'est vrai, sur le contexte des années 70, mais effectivement ça peut se répliquer. On commence à reparler de stagflation, mais ça c'est une discussion qu'on pourra avoir de nouveau dans quelques années. Je sais pas si les auditeurs sont familiers avec la stagflation, mais effectivement on a une stagflation des années 70, c'est-à-dire les prix explosent et le chômage explose. Alors que selon la théorie keynésienne, les politiques qui étaient mises en place n'étaient pas censées produire ça. Et donc là, vous avez une dissonance cognitive, c'est-à-dire que les décideurs publics... que ça se produise en même temps. Normalement, si on stimule, on fait croître l'économie, il y a de l'inflation, mais c'est pas grave parce qu'on fait croître l'économie. Et si au contraire on resserre les politiques monétaires, on jugule l'inflation et ça permet aussi de ralentir l'économie qui est entre guillemets en surchauffe. Ce terme m'a toujours semblé bizarre, mais enfin peu importe. Donc ça c'est l'idée. Et sauf que quand on arrive plus à juguler l'inflation et que l'économie n'est pas du tout en surchauffe, donc les gens sont pas contents, ils ont pas de boulot et les prix augmentent, et comment on fait quoi? On se rend compte que l'appareil idéologique n'est plus bon, et donc c'est dans ce contexte, si je comprends bien, que on est obligé on recherche une nouvelle idéologie pour expliquer ce qui se passe. Exactement, c'est et normalement il y a un changement de paradigme au sens de Thomas Kuhn, mais ce que ont montré beaucoup d'économistes et de sociologues, c'est que ça se passe pas comme ça. On passe pas d'un paradigme à un autre du jour au lendemain en se disant on s'est trompé. Il y a des facteurs sociologiques qui expliquent ça. Et le monétarisme, qui est un peu la substitution au keynésianisme, n'est pas arrivé de la même manière partout. Et je montre qu'en France, c'est parce que le coût de justification d'un nouveau paradigme concurrent et qui remplacerait le keynésianisme était très 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 coûteux. Et ce contexte, c'est quoi? Est-ce que la communauté d'experts du pays, donc en politique publique, est-ce que le régime de connaissances qui produit des savoirs en politique publique, est-ce qu'il est structuré d'une manière à ce que ce soit facile de remettre en cause ce paradigme? Est-ce qu'il favorise une dépendance au sentier par rapport au passé? Ou est-ce que expliquer aux auditeurs ce que tu veux dire par dépendance de sentier? Alors une dépendance au sentier, c'est le fait que on dépende de décisions institutionnelles qui ont été prises par le passé. Une fois qu'une institution est mise en place, elle nous permet de nous coordonner, de savoir comment interagir. Elle nous socialise d'une certaine manière, c'est-à-dire que je vais donner un exemple concret. En 45, on a mis en place la sécurité sociale en France. On a mis en place un système d'assurance maladie, d'assurance chômage, etc. Nous, on baigne dedans. On est né dedans, les décideurs publics sont nés dedans. On conçoit pas que ça puisse exister autrement, en fait. Non, parce qu'on se dit, on connaît que ça, en fait. On connaît que ça à la fois idéologiquement, aussi pratiquement. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas comment un autre système pourrait fonctionner. On est dépendant au sentier. J'aime bien donner l'exemple, parce que ça vient de l'économie, et ça vient de l'économie un peu industrielle, et l'exemple qui est souvent donné, c'est le clavier QWERTY. Ah oui. Donc on a inventé le clavier QWERTY, je sais plus exactement quand. C'est montré que d'un point de vue ergonomique, c'est pas le plus efficient, le clavier QWERTY. Mais il y a une dépendance au sentier à l'utilisation de ce clavier QWERTY, parce que ce serait extrêmement coûteux de changer de clavier. C'est qu'en fait, lorsque tout le monde a appris à taper sur un clavier QWERTY, ou AZERTY pour la version française, mais enfin, en tout cas, avec cette disposition particulière de lettres, c'est très difficile d'apprendre à retaper autrement. Et pourtant, alors pour la petite histoire, mais arrête-moi si je me trompe, je crois que c'est que la raison, c'était pour pas que les marteaux des machines à écrire s'en mêlent les uns avec les autres, pour pas
pas que les machines s'enrayent en quelque sorte, et donc on avait pris les touches qui étaient souvent tapées l'une après l'autre, on les avait espacées sur le clavier pour faire en sorte que ça n'enraye pas la machine. Donc il y avait une raison purement technique à ça, mais évidemment qu'à partir de l'apparition des ordinateurs, ça n'avait plus de raison d'être, et pourtant on est resté sur ce modèle-là qui est pas du tout ergonomique, comme tu dis. Exactement, il y a un défi technique très précis et local et historique, ouais, qui a des conséquences parce qu'on met un appareil institutionnel en place, et donc ça a été copié dans les politiques publiques, c'est-à-dire que Paul Pierson et des politistes ont dit c'est pareil dans les politiques publiques, les décideurs ils sont enfermés dans les décisions du passé, dans le cadre de pensée du passé. Et par exemple, vous regardez les budgets, la plupart des budgets sont reconduits d'une année sur l'autre parce qu'on est dépendant un petit peu de ce qui s'est fait, des choix du passé en fait. Et moi, j'amende un peu cette théorie de la dépendance au sentier. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil dans une relation amoureuse. C'est un autre exemple que j'utilise qu'avec QWERTY, qui est classique. Et la relation amoureuse, c'est par contre, c'est un exemple qui vient de moi, mais c'est plus vous restez longtemps dans une relation, plus c'est coûteux de se dire ok, je vais renoncer à cette relation, je vais passer à une autre relation, parce qu'il y a des coûts de coordination, vous êtes habitué, il y a un apprentissage social, c'est que vous pensez que la relation devrait fonctionner comme ça parce que c'est avec cette personne que vous faites. C'est de plus en plus coûteux de remettre en cause cette institution. Alors là, c'est marrant, on est en face de une manière typique dont les économistes se pourrissent la vie, mais de manière intéressante. C'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher d'analyser notre propre vie avec des critères économiques, ou en tout cas la vie sociale avec justement des critères de coût, avantage, des choses comme ça. Enfin, c'est intéressant, mais un peu flippant à la fois, quoi, je trouve. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Douglas North, l'économiste Douglas North le montre bien, c'est qu'il peut y avoir des institutions complètement dysfonctionnelles qui ont été inventées dans le passé. Donc lui il donne l'exemple, par exemple, en Amérique du Sud, d'institutions espagnoles. Ils ont exporté leurs institutions très centralisées en Amérique du Sud, en créant des effets économiques et politiques désastreux, qui expliquent qu'il y a un écart très fort de développement entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc ça, les économistes sont assez d'accord là-dessus. Et les institutions, elles ont beau être inefficientes, elles restent à travers le temps parce que elles favorisent les acteurs en place. Il y a l'effet d'apprentissage, on apprend que ces institutions, c'est les seules qui fonctionnent. Et en plus de ça, il y a le coût de coordination dont je vous parlais. Donc bref, dépendance ce sentier. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'elle est particulièrement forte en France parce que on a mis en place un système de recrutement de la haute fonction publique, donc de nos hauts fonctionnaires. On a une manière de produire les savoirs en politique publique ultra centralisée, notamment depuis 45-46. Alors ça, pour faire le point empiriquement, je me suis amusé à regarder la composition des cabinets ministériels et des directions de services dans un ministère clé, le ministère de l'économie, et le comparer par exemple avec les États-Unis. Et c'est là qu'on se rend compte que en France, il y a un circuit de recrutement, un goulot d'étranglement, si je puis dire, qui est très restreint dans 2-3 écoles à Paris, donc l'ENA, Sciences Po, Polytechnique, HEC Paris, et qu'en fait ce type de recrutement, vous avez la fonction publique à vie, c'est-à-dire que en fait ceux qui gouvernent les politiques publiques passent un concours à l'âge de 23 ans, on va dire, et une fois qu'ils l'ont, ils restent en place pendant 40-50 ans. Et donc ce type de recrutement, ce type de règles du jeu favorise le fait que quand un homme politique arrive à un ministère, il est entouré de gens qui connaissent très bien les dossiers, mais qui sont prisonniers un peu d'un paradigme dominant. Alors qu'aux États-Unis, le mode de recrutement depuis les années 70 c'est beaucoup plus entrepreneurial, c'est-à-dire que par exemple Barack Obama, pour donner un exemple concret, quand il est arrivé au pouvoir, il a coupé la tête, si je puis dire, à 5000 têtes de la fonction publique, directeurs de service dans les ministères, et même vous regardez les cabinets qu'il avait dans ces ministères, c'est des démocrates convaincus qui avaient travaillé en think tank. On purge l'administration à chaque changement notable, system, en tout cas d'administration. C'est le terme spoil system, je crois qu'il est revenu récemment dans le débat public, mais en gros c'est un peu ça. En France, c'est globalement les hommes politiques qui ne sont pas des spécialistes en politique publique, parce qu'ils ont d'autres, c'est pas leur fonction. C'est pas leur fonction. Ils sont là pour représenter des intérêts, des idées, etc. Mais l'expertise en politique publique, elle dépend beaucoup des gens de cette haute fonction publique. Donc le recrutement est assez centralisé, et donc moi je montre que ça a des effets, et que ça a un effet notamment pour empêcher des nouvelles idées d'émerger, des nouvelles idéologies, et le néolibéralisme c'est un cas d'étude parmi d'autres, mais globalement ça explique que si vous regardez les courbes en France, il
les politiques publiques, elles changent peu en fait. Il n'y a pas de changement radical. Vous avez beau être élu, c'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut que l'appareil d'État suive. Donc ça, c'est la première explication. Le régime des savoirs favorise la dépendance au sentier dans les politiques publiques. Et comme en gros, ce qu'il y avait avant, c'était le modèle de 45-46, donc un paradigme interventionniste à la fois en matière sociale et économique, ça a été très dur de le remettre en cause. Il a été que partiellement remis en cause. Deuxième série d'explications, c'est, je vous expliquais la soirée avec les royalistes. En fait, c'est l'idée que ce coût de justification est élevé quand vous avez beaucoup de gens dans la société, en général, qui ne partagent pas vos valeurs premières ou vos intuitions morales. Et c'est le cas en France. Alors pour montrer mon point, j'ai essayé de reprendre des bases de données sur l'opinion publique en France depuis 78, et je montre que les Français, à la fois dans l'absolu et en comparaison, ont une vision assez hostile des mécanismes du marché. Donc j'ai pris des sondages sur la concurrence, le droit de propriété, la redistribution par exemple, et je montre que intuitivement les Français sont beaucoup plus hostiles que leurs partenaires, que leurs voisins européens à ces concepts-là. Et ça veut dire que quand vous êtes élu, même quand vous gagnez les élections, même quand vous êtes à droite et que vous vous présentez comme héros du néolibéralisme, comme Alain Madelin par exemple, bah ça fait que vous pouvez pas mener toutes les politiques que vous souhaiteriez mener parce que les électeurs globalement ne vous suivent pas et qu'il y a un coût à mener ces politiques qui est élevé parce que vous risquez votre réélection. Donc il y a ce côté-là et cette hostilité aussi favorise des idéologies concurrentes en fait. Et donc c'est ça et je montre bon avec des modèles statistiques un peu complexes que c'est le cas en Europe. C'est-à-dire en Europe, plus l'opinion est favorable à l'économie de marché, plus vous avez eu des processus de réforme importantes dans les années 80-90. Donc il y a une corrélation entre l'opinion de votre population par rapport à l'économie de marché et la libéralisation de votre économie. À ton avis, est-ce que c'est plutôt du côté de l'offre ou du côté de la demande que se joue le changement et l'éventuelle possibilité d'un tournant libéral, par exemple? Alors moi, l'hypothèse de ma thèse, ça a été de tester un modèle de demande. Donc un modèle de demande, c'est dans la théorie du choix public, c'est le modèle qu'on appelle d'Anthony Downs. C'est l'idée que il y a un électeur médian, c'est-à-dire pour chaque politique publique, vous avez des alternatives entre plus ou moins d'intervention. Et en fait, l'homme politique va s'aligner sur la position de l'électeur médian, c'est-à-dire la position qui regroupe globalement le plus l'assentiment des électeurs. Et c'est ce qui explique que vous voyez que que globalement les partis de gouvernement se rapprochent souvent du centre. Pas du centre en termes d'idéologie, mais du centre en termes de proposition de politique publique. Donc il y a ce qu'on appelle en sciences politiques la responsiveness. C'est-à-dire que les hommes politiques sont réactifs à l'opinion et ils n'essaient pas de la créer. Donc évidemment, il y a des exceptions. Vous avez des entrepreneurs politiques, souvent des petits candidats d'ailleurs, qui essaient de porter, par exemple, chasse, pêche, nature, tradition. Leur but, c'est pas de se faire élire. Donc évidemment, eux, c'est d'essayer de changer la demande voilà. Mais la plupart des partis de gouvernement ne font que s'adapter à la demande idéologique de la population. Et donc même lorsqu'ils ont leur propre idéologie, désolé de te couper, mais même lorsqu'ils ont leur propre idéologie, parfois on entend des discours du type oui, on voudrait mener telle politique, mais d'abord il faut se faire élire, et pour se faire élire il faut faire telle ou telle proposition, et donc on fait du compromis, on timore, etc., au risque ensuite, une fois élu, de ne pas appliquer le programme ou l'orientation qu'on avait initialement fixé. Donc c'est ça aussi le piège, c'est que on voit ça comme un moyen incontournable, ne serait-ce que d'arriver aux manettes, le fait de répondre à la demande telle qu'elle existe sur le marché politique. Oui, alors effectivement, il peut y avoir cette stratégie-là, mais globalement, quelle que soit votre idéologie personnelle quand vous êtes élu, vous devez faire avec et moi j'essaie de retracer le portrait vraiment de manière, tu me posais la question de la méthodologie tout à l'heure, de manière qualitative, je retrace le portrait de certains libéraux en politique qu'on a eu en France, comme Alain Madelin par exemple, comme la bande à François Léotard, donc il y avait Gérard Longuet. C'est ça, la bande à Léo à laquelle tu fais référence dans ta thèse, c'est complètement oublié aujourd'hui, mais on oublie que dans les années 80 il y avait une génération d'hommes politiques qui étaient considérés prometteurs par toute la presse, y compris de gauche, qui essayaient de moderniser la droite. Ils étaient à l'UDF, donc parti de centre droit,
on va dire que c'est le lointain ancêtre du modem, pour faire très simple. Et en fait, ces acteurs politiques-là croyaient vraiment aux idées néolibérales. C'est-à-dire qu'ils lisaient et parlaient de Hayek dans le texte. Oui. Vous aviez un ministre comme Philippe de Villiers, à l'époque, en 86, qui expliquait que le ministère de la Culture n'avait pas lieu d'être, et que son but, c'était de laisser aux acteurs privés la responsabilité de produire de la culture, c'était pas à l'État de le faire. Quand vous lisez les professions de foi des candidats en 1986, vous hallucinez, vous avez l'impression que c'est écrit par un intellectuel néolibéral. Mais ils ont été au pouvoir, ils ont été assez contraints, notamment dans le temps, pour mener leur politique. Pourquoi ? Parce que dès que en 1988, Jacques Chirac perd l'élection présidentielle, alors qu'on s'attendait à ce qu'il la gagne, la plupart des, on va dire, des cadres du RPR et l'UDF, qui n'ont pas forcément de forte idéologie, ils ont mis sur le dos des néolibéraux la responsabilité de la défaite. C'est-à-dire que, en gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand vous avez des idées, des convictions fortes, et une idéologie forte, vous avez un coût vis-à-vis des électeurs, parce qu'ils peuvent vous sanctionner, etc. Et vous avez un coût aussi par rapport à votre parti politique, qui considère que quand on est trop idéologue, justement, ça froisse des électeurs, ça nous fait perdre des voix, ça nous fait perdre des élections. Donc vous êtes très vite marginalisés. Et c'est ce qui est arrivé à cette bande de jeunes rénovateurs, qui ont été plus ou moins mis au deuxième plan de leur parti. Ensuite, ils sont divisés, etc. Ça peut m'amener, si tu le veux bien, à la troisième explication. Oui, bien sûr. Donc, si je me résume, il y a la structure de la haute fonction publique, la production des savoirs, notamment économiques en France, qui est très centralisée. C'est l'héritage de 45, qu'empêche des grands changements de politique publique, qui soient libéraux ou pas d'ailleurs. Deuxième explication, la demande politique. Il n'y a pas de demande politique pour une réforme de l'État et une libéralisation économique en France, moins qu'ailleurs. Et troisième série d'explications, c'est je considère que ce sont les individus et des acteurs qui font l'histoire dans un contexte donné. Donc je crois pas aux héros, je crois pas que c'est Reagan qui a tout changé aux États-Unis. Non, il y a un contexte. Mais néanmoins, il y a des acteurs qui ont des stratégies, il y a des collectifs qui essaient de changer les politiques publiques. Et j'essaie de retracer l'histoire de ces acteurs en France. Donc je retrace notamment la trajectoire des nouveaux économistes sur le plan intellectuel, qui ont importé les idées que je décrivais tout à l'heure de l'école de Chicago et l'école autrichienne. Donc je fais leur portrait historique. Je regarde ensuite comment ils sont fait structurer et quelle a été leur stratégie pour influencer la politique. Et je regarde aussi la structuration des acteurs politiques, notamment Alain Madelin et ses alliés, etc. Et force est de constater que même si le contexte était défavorable, stratégiquement, il y a eu, à mon avis, des erreurs qui ont été faites. Et il y a eu à la fois, ils étaient très radicaux idéologiquement par rapport à leur contexte français, premièrement. Et deuxièmement, je constate la même chose qu'un chercheur américain avait constaté avec le mouvement socialiste aux États-Unis. C'est la fragmentation et la forte division des libéraux eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que j'ai repris le titre « Ce n'est pas ici » à ce sociologue américain qui s'appelle Seymour Martin Lipset. Ce n'est pas arrivé ici. Oui, c'est ça, en français. Voilà, le titre en français de ma thèse, c'est « Ce n'est pas arrivé ici », sociologie politique de la diffusion des idées néolibérales en France. Et ce n'est pas arrivé ici, ça vient d'un bouquin américain qui expliquait mais pourquoi il y a peu de partis socialistes forts aux États-Unis, pourquoi le socialisme n'a jamais été fort aux États-Unis. Et lui, il expliquait que j'ai regardé un peu les leaders syndicaux, les leaders politiques des années 1900, 1910, 1920 quand c'était fort ailleurs en Europe, ils étaient profondément radicaux et profondément divisés. Et en fait, j'arrive moi dans mes années 70-80 avec les acteurs libéraux français, je constate la même difficulté. C'est-à-dire que les nouveaux économistes défendaient corps et âme une version très radicale du néolibéralisme, la pensée libertarienne. Ils essayaient même de justifier une société sans État, pour la plupart d'entre eux. Face à des acteurs politiques qui les écoutaient, j'essaie de montrer que clairement des gens comme Alain Juppé, Jacques Chirac, ça paraît surprenant aujourd'hui, hein. Oui, mais c'est ça. Mais oui, à l'époque, bien sûr, ils avaient on leur reprochait d'être ultra-libéral, etc. Ouais, mais à l'époque, ils avaient une oreille. Ils écoutaient les libéraux, en tout cas. Ils écoutaient, je dis même à un moment, ils étaient même sur le même bateau, parce qu'il y a eu une croisière libérale en 85, où vous retrouvez tous les cadres du RPR et l'UDF, donc au niveau politique, et tous les intellectuels libéraux, que ce soit des philosophes ou des économistes,
qui se mettent à disserter devant un Juppé, et enfin je crois pas qu'un Juppé y était, mais des cadres en tout cas importants du RPR, à disserter sur le système des banques libres, à disserter sur comment se débarrasser de l'État-providence, et ils s'étaient pris au sérieux par des acteurs politiques de droite. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir en 86 et qu'ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin, il y a une déconnexion entre les intellectuels libéraux et les acteurs politiques libéraux, c'est ce que je décris. Je décris ça avec des articles de presse de l'époque, avec les discours de l'époque. Donc je vous invite évidemment à lire les détails. Bien sûr. Et donc troisième explication, c'est que je vais être un peu schématique, mais il y avait presque autant de clubs libéraux que de libéraux. Ah oui, clairement, oui, bien sûr. Bah ça, j'en parle. Enfin, c'est presque comment dire. C'est un thème récurrent dans mes interviews, c'est de souligner à quel point il y a des chapelles et des sous-chapelles et des sous-sous-chapelles, et qu'en gros, dès qu'il y a deux libéraux dans une même pièce, ils sont capables de faire scission, quoi. Voilà, c'est que je me suis amusé à faire un tableau de toutes les organisations libérales qui existaient dans les années 80, voir celles qui ont survécu. Il y en a pas beaucoup. Donc, au-delà des divisions idéologiques, il y a eu manifestement des querelles de personnes. C'est inutile d'en parler ici, mais juste dire que oui, l'histoire est faite d'hommes et d'hommes qui interagissent entre eux. Et clairement, il n'y a pas eu de structuration autour d'un leader fort qui a été capable de créer des structures professionnalisées de diffusion des idées, qui sont les think tanks. Et les think tanks, si vous regardez aux États-Unis et en Angleterre, c'est plutôt connu dans la littérature que ce qui a beaucoup aidé Margaret Thatcher et Ronald Reagan à avoir un programme cohérent, c'est des think tanks professionnalisés qui faisaient un travail de production de politique publique depuis 10-20 ans. Et donc on peut penser à l'Institute for Economic Affairs en Angleterre, on peut penser au Cato Institute, à l'American Enterprise Institute aux États-Unis, qui, dans le cas américain, livrait carrément un programme de gouvernement à Ronald Reagan quand il a été élu, et leur livrait carrément des économistes clés en main, c'est-à-dire dans le board d'économistes de Ronald Reagan, vous trouvez beaucoup d'anciens think tankers ou d'universitaires libéraux hyper structurés. En France, j'ai essayé de trouver la trace, j'ai retracé les trajectoires, j'ai regardé les cabinets ministériels en 86 quand la droite libérale est élue. On trouve pas cette professionnalisation. On trouve beaucoup d'universitaires libéraux qui sont très brillants et qui ont écrit beaucoup d'ouvrages de vulgarisation et de traduction d'auteurs néolibéraux. Mais on ne trouve pas de traces de grosses structures autofinancées par le privé, qui laisse un impact durable dans le débat public sous forme de notes, de rapports, et qui arrive à changer la structure des idées des journalistes et par répercussion la demande politique. Parce que tu parlais de modèle d'offre et de demande, il y a ce que j'essaie d'expliquer dans ma thèse, c'est que ce qui peut influencer la demande politique, c'est les think tanks, c'est les entrepreneurs d'idées. Et ces entrepreneurs d'idées en France ont connu leur succès, mais dans un temps très restreint, entre 80 et 86, quand la droite avait besoin de se renouveler idéologiquement. Parce que la gauche, le choc, bien sûr, de l'élection de François Mitterrand, voilà, en tout cas, et des politiques qui, à l'époque, vraiment étaient très dur au moment de l'élection. Ça a peut-être pas duré longtemps parce qu'il y a eu le fameux tournant de la rigueur en 83, mais en tout cas au départ à lire le programme, c'était effectivement très inquiétant pour des libéraux. C'était vraiment une espèce de soviétisation de l'économie. Exactement, et ça les a beaucoup aidés pour dire il faut un contre-modèle, et le contre-modèle c'est le libéralisme. Et il fonctionne. Ils ont réussi à convaincre Chirac qui disait en fait je suis libéral parce que le libéralisme ça marche. Et il citait Reagan et Thatcher, etc. Et donc j'ai réussi pendant plusieurs années à convaincre des acteurs importants de la droite que c'était un programme de gouvernement. Et en 86, quand Jacques Chirac devient Premier ministre, le programme pour gouverner ensemble prévoit une réduction des dépenses publiques à hauteur de 1% du PIB par année, prévoit de diminuer le nombre de fonctionnaires, prévoit de mettre en concurrence les universités, ça on l'oublie, une quasi-privatisation des universités. À l'époque, on parle du chèque éducation. Enfin, on ne peut pas imaginer, il y aura un très bel article à écrire pour comparer le discours et le programme économique de la droite aujourd'hui. Enfin, je parle les Républicains. Même aujourd'hui, en fait, même dans les mots, ils n'essayent plus de promouvoir de telles idées. Ça semble trop extrémiste, alors qu'à l'époque, on le faisait pas, mais au moins on le disait. Ce qui était déjà quelque chose, quoi. Et là, je vous le dis de manière qualitative, mais je prends aussi des données dans ma thèse issue de Manifesto Project qui code les programmes des partis politiques. Et c'est assez marrant. La courbe est très simple. C'est comme l'opinion publique. Il y a une corrélation entre l'opinion publique et le programme des partis. C'est une cloche,
C'est-à-dire que vous voyez qu'effectivement il y a un frémissement libéral, une greffe libérale dans les années 80. Ouais. Vous voyez qu'effectivement au milieu des années 80, bah là les électeurs ils demandent moins d'État, probablement en réaction par rapport à ce qu'a fait François Mitterrand dans ses premières années. Et ça a un effet sur les programmes des partis politiques, notamment à droite, qui deviennent très très libéraux, mais pendant une très courte durée. Et juste après, et c'est ça l'exception française, c'est que dans les années 90, ça s'effondre. C'est-à-dire que les partis de droite et l'opinion redevient beaucoup plus interventionniste, revient au stade d'avant. Alors que dans d'autres pays, ce qu'on observe, c'est que la courbe, elle suit le même mouvement dans les années 80, donc augmentation de la demande de moins d'interventionnisme, mais se stabilise pendant quelques années avant de baisser, mais elle reste stable jusqu'aux années 90-2000. Alors qu'en France, ça redescend très vite. Et c'est ce qui explique, à mon avis, le côté incrémental des politiques publiques et le fait qu'on peut parler de série d'inflexions néolibérales, mais pas de tournant néolibéral. D'accord. Juste pour être sûr de bien comprendre, je reviens une dernière fois sur cette notion d'offre et de demande. Donc tu dis à la fois que il faut, que les libéraux de l'époque ont essayé d'agir sur le marché des idées parce qu'il faut changer la demande politique pour que l'offre politique réponde. Mais tu dis aussi, on n'a pas eu les think tanks qui ont proposé des solutions clés en main, des mesures applicables, des économistes prêts à faire le job, etc. Et donc j'ai l'impression que toi, tu dis à la fois, s'ils avaient voulu mieux réussir, ils auraient dû jouer non seulement sur le marché des idées, ce qu'ils ont très bien fait, mais aussi avec un peu plus, alors j'allais dire action directe, le terme est évidemment très mal choisi, mais d'action concrète en tout cas. Bah, c'est très compliqué de faire des contrefactuels en histoire. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que leur contexte était très difficile pour ces acteurs, pour des raisons structurelles. Et je montre aussi à quel point la production de savoir économique fait que ils étaient presque marginalisés parce qu'ils étaient universitaires. Parce que je montre que les entrepreneurs intellectuels français, ce sont des universitaires. Les nouveaux économistes, c'est des universitaires principalement. Principalement, ouais. Et en fait, ils ont été confrontés à la logique que en France, ceux qui sont plus écoutés, c'est plus des économistes qui ont des formations en statistique ou des ingénieurs économistes. Ouais. Il y a une dichotomie qui existe depuis assez longtemps entre les économistes et les ingénieurs économistes. D'ailleurs, l'école de la régulation, qui est très hostile au libéralisme. Ils ont ce type de formation-là. Et puis, il y a un peu cette illusion de la science, cette illusion scientiste qui consiste à dire, moi, j'ai des modèles, je peux faire des prévisions, etc. Et quand vous êtes un universitaire libéral et que vous arrivez en disant, moi, je fais pas de modèle, mais j'ai des intuitions et je connais la littérature anglo-saxonne sur la question. C'est moins vendeur, bien sûr. C'est moins vendeur et du coup on les retrouve pas en cabinet ministériel, très peu, on les retrouve peu en train d'écrire des programmes sauf à certains moments très précis. Et donc ça c'est pas c'est pas une erreur stratégique, c'est leur contexte institutionnel était compliqué, ils n'étaient pas pris au sérieux. Il y a un rapport à l'économie en France qui est assez il y a Marion Fourcade qui a travaillé justement sur l'expertise économique en comparant 4 pays. Elle dit en France c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas vraiment une professionnalisation de la science économique à l'université et tout le monde qui parle d'économie se dit économiste en France. Et ça c'est un frein parce que en gros aux États-Unis ils l'ont fait en France. Ils pouvaient se parer de la légitimité scientifique de la science économique. On va regarder l'école de Chicago, c'est prouvé empiriquement, etc. C'est prouvé scientifiquement que dès que vous faites un plan de relance de l'économie, ce sera contracyclique et que ça va pas être efficace. Ils ont essayé de le faire en France, mais ils n'étaient pas pris au sérieux comme aux États-Unis, où déjà il y avait plus de production académique et ils ont moins été pris au sérieux qu'ailleurs. D'accord. Et c'est pas forcément de leur faute, c'est pour ça qu'il faut pas voir ma thèse comme Kevin Brooks montre que les universitaires néolibéraux étaient nuls. Je dis juste que leur contexte de justification de leur idéologie était particulièrement difficile et que pour des raisons après c'est le hasard. Moi en histoire il y a ce qu'on appelle la contingence. Ouais. La contingence fait que très vite ce mouvement s'est divisé en 2, puis en 3. Et puis vous avez eu plein de clubs qui n'avaient pas la taille critique pour peser dans le débat public. D'accord. Et toute dernière question, quelle conclusion tu en tirerais pour le mouvement libéral en 2021 en tant qu'observateur extérieur? Est-ce que le mouvement libéral en 2021 a des leçons à tirer du relatif échec de ce mouvement des années 70?
au-delà du mouvement libéral, j'ai envie de généraliser sur comment faire en France quand on a des idées qu'on veut peser dans le débat public. Ouais. Et quel type de réforme on devrait demander. Alors déjà, premier type d'attitude qu'il faudrait avoir, à mon avis, c'est cette logique de coalition qu'on a pu observer aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans des pays où les idées néolibérales sont plutôt diffusées. C'est l'idée de dire on est d'accord avec un socle commun. Oui, on est riche de notre diversité et on va pas distribuer des points en libéralisme et exclure les uns les autres. Voilà, c'est ça. Ensuite, appliquer le programme que Hayek prescrit dans Les Intellectuels et le Socialisme, où il explique que les libéraux ont besoin d'une utopie qui permette de convaincre les gens et de faire rêver en fait, mais que la diffusion de cette idée se fait à deux niveaux. Il faut convaincre d'abord les brocanteurs d'idées, c'est-à-dire les journalistes, les écrivains, les professeurs, etc. En gros les médias. Et dans un deuxième temps, une fois que cette catégorie de personnes sera convaincue, l'opinion publique sera convaincue. Et pour ça, il faut le faire de manière assez pratique, professionnalisée, en proposant des politiques publiques concrètes, et montrer que d'un côté c'est une belle utopie, mais on peut y aller de manière gradualiste, incrémentale. Il y a des politiques. Ouais. Et le meilleur exemple de ça, c'est le statut d'auto-entrepreneur en France, qui a été mené par que j'ai pas beaucoup étudié, mais c'est plus récent. Mais Hervé Novelli, par exemple, il faisait partie de ce groupe. Il travaillait dans les années 80 dans les cabinets de ces néolibéraux, et il a mis en place une mesure très simple, créer un statut pour les auto-entrepreneurs simplifié, mais qui a des conséquences très très durable sur le rapport à l'entrepreneuriat en France, et c'est par ce type de mesures assez concrètes. Mais attends, je croyais que le statut le terme en tout cas d'auto-entrepreneur, ça datait du mandat, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ah oui, ça fait 2008. Ah oui, voilà. Mais je prends l'exemple de type de politique publique. Oui. Mais c'est drôle que tu le mentionnes parce que c'est toujours une mesure qui me revient à l'esprit. C'est vraiment là, c'est un truc, c'est simple, c'est applicable, on comprend et on peut faire un peu ce qu'on veut en étant auto-entrepreneur. Ça, au moins, ça concrètement, je trouve, changer la vie et vraiment libérer des énergies. Donc vraiment, s'il y a une mesure, je pense, à retenir pour moi de l'ère Sarkozy, ce serait vraiment celle-là, quoi. Moi, en tant qu'universitaire, je suis pas là pour favoriser tel type de politique publique ou tel type d'idéologie, mais que vous soyez socialiste, écologiste ou néolibéral en France, je pense que il faut une division de travail entre les intellectuels qui théorisent et des intermédiaires d'idées, donc des think tanks, qui rendent ça applicable, acceptable pour le grand public et qui délivrent des choses clés en main. Et c'est ce qu'ont très bien fait les think tanks aux États-Unis et en Angleterre. Donc ça, c'est la recommandation sur comment faire. Deuxièmement, quel type de réforme demander. Et ça, j'attire l'attention parce que je montre qu'il y a un effet de dépendance au sentier. Je montre que la haute fonction publique, souvent, par son recrutement, par la manière dont les cabinets ministériels sont composés, peuvent restreindre le champ des possibles sur le plan politique. Que vous vouliez nationaliser des entreprises ou les privatiser, dans les deux sens. Ce qu'il faudrait faire, je pense, en première réforme, c'est réformer l'éducation nationale et les universités et tous les corps qui produisent de l'expertise en politique publique en France et tout mettre en concurrence, en fait. Donc autonomie des universités, autonomie des écoles primaires, secondaires, recrutement libre, tous les organismes de consultation de l'État comme le CAE, comme le centre de Sciences Po, donc non, c'est pas le CEVIPOF, c'est l'OFCE. Oui. En fait, il faut plus qu'il y ait d'argent d'État qui finance la recherche sur les politiques publiques. Il faut créer un vrai marché des idées. Et ça, c'est pas pour favoriser l'idéologie libérale, ça c'est pour que on ait un vrai débat de fond au sein de la société civile sur les politiques publiques souhaitables et que ce soit fait sur un marché où l'État n'investit pas particulièrement dans une idéologie. Et le risque, c'est quand c'est l'État qui est omniprésent, il n'y a pas assez de diversité intellectuelle. Et donc c'est pour ça que je pense que la seule première réforme que les libéraux devraient mettre en place, ou les socialistes s'ils voulaient que les politiques aient plus de marge de manœuvre dans leur application, c'est créer un véritable marché des idées en privatisant, en mettant en concurrence les organismes de production d'expertise.
D'accord. Bon, ben parfait. On en restera sur cette sur cette suggestion. Merci beaucoup, Kevin Brooks, de nous avoir parlé de ta thèse. J'invite tous les lecteurs donc à aller la consulter. Alors, on peut la retrouver en librairie, sur Internet. Comment on fait pour la retrouver? Alors pour la retrouver, vous avez évidemment Amazon, donc ça c'est la version anglaise, et si vous le pouvez la retrouver en version française, si vous avez un abonnement en bibliothèque, tout simplement en tapant le nom de la thèse et mon nom sur Google, ou vous pouvez tout simplement me contacter pour avoir un exemplaire en format PDF. D'accord, donc je mettrai en description le lien pour te contacter. Kevin Brooks, merci encore. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver les références de ce dont nous avons parlé dans la description de l'épisode. En particulier, je vous invite vraiment, pour ceux qui ont le temps, d'aller lire la thèse de Kevin Brooks, qui est vraiment intéressante. Véritable travail de chercheur, c'est-à-dire qu'au-delà des opinions qu'on peut avoir, il y a vraiment un travail sur les indicateurs, des tas d'annexes, de tableaux, de graphiques, mais qui sont pas simplement là pour faire joli, qui apportent vraiment au travail. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ne pas hésiter à aller mettre une évaluation ou un commentaire, donc soit dans l'article publié sur Contrepoint si vous écoutez sur le site de Contrepoint, soit sur YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous, c'est très important pour la visibilité et l'impact de cette émission. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.